partage de cette façon et ensuite leurs espaces en immobilisation. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène pourra automatiquement votre portée et vous tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. If there is a sudden decrease in cabin pressure, Coucou. Lunettes de soleil. Mi-décembre, regardez ce ciel bleu. C'est le sud de la France. On va bruncher. Est-ce qu'on a faim? Oui. On a faim. Alors c'est trop. On avait chaud en bas et là quand même il caille un peu. La roue. On était dessus ce matin. Elle est toute petite. Rikiki. Hey, coucou! Comment vous allez? Moi ça va, après ce petit week-end dans le sud de la France, nous étions à Nice avec mon chéri. Et du coup c'était vraiment bien. Ah, qu'est-ce que j'ai apprécié ce week-end. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la touriste comme ça. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais j'habite pas loin de Paris, je suis en banlieue parisienne mais je suis vraiment à 20 minutes de Paris. Paris Centre, Paris, tout arrondissement quoi. Et j'ai jamais fait ça sur Paris, ça m'intéresse pas ici. Ici on se sent pas en sécurité, les gens sont pressés, ils sont stressés, ils prennent le temps pour rien du tout. Là-bas c'était tellement bien. Déjà beau temps, bon pas que ce soit normal au mois de décembre, je pense pas, mais appréciable, mine de rien. Après il faisait froid hein, quand même, hein. C'était du vent sec. Mais pas de nuages, ciel bleu, j'ai vu la mer, un peu agitée, mais j'ai vu la mer quand même. J'ai entendu des mouettes, c'était trop bien. Et puis des paysages à couper le souffle, des décos de Noël, ils ont mis le paquet. Alors pareil, hein, là-dessus, les Parisiens, on a de quoi rougir, hein. Ils nous font tous les ans là, un décompte à la télé pour les illuminations sur le boulevard des Champs-Élysées. Ridicule. Tous les ans, c'est de pire en pire. Ils nous ont fait un décompte 5, 4, 0. 3 lampions. 3 lampions cette année. Mais Nice, là, Nice, c'était vraiment beau. Et on y avait déjà été, parce qu'en fait, mon mari était en déplacement professionnel. Moi, j'y vais pour l'accompagner, mais en fait, j'y vais pour me promener, me balader. Et puis, il y a des temps où il bosse pas, donc on peut être ensemble. Et on y avait déjà été en famille en plein été. La Côte d'Azur l'été, c'est quand même bourbier. Je vous conseille pas d'aller faire un tour. Enfin, si c'est pour faire des visites et tout, ça sert à rien du tout, hein. Juin, juillet, août,
Septembre, ça commence peut-être à se calmer. Mais alors là, au mois de décembre, je lui disais, on aurait dû venir avec les petits, en fait, pendant cette période. Et c'était trop bien, j'ai trop profité de ce week-end. Très dynamique, mais à la fois très reposant. Parce que, je vous dis, les gens là-bas prennent le temps pour tout. Puis un week-end sans les enfants aussi, je vous cache pas que ça fait du bien, ça recharge les batteries. Donc voilà, donc c'était cool. Sinon, quoi de neuf, vous préparez vos fêtes là? Pour ceux qui réveillonnent en famille ou qui fêtent Noël aussi. Moi, ça y est, tout est fait. Mais c'est une habitude que j'ai pris depuis des années de, de commencer mes achats bien avant le mois de décembre. Parce que, encore une fois, ici, va pas t'amuser à faire les magasins en plein mois de décembre, c'est horrible! Horrible. Donc voilà, donc moi tout est fait, il me restera qu'à emballer. Mais bon, ça prend pas trop de temps. Voilà, voilà. Sinon, il faut que je vous parle d'un truc. Alors peut-être qu'il y en a que ça va pas du tout intéresser. Et j'ai une nouvelle lubie. Je suis à fond dans le tricot, voyez-vous. Je tricotais déjà, hein. J'ai appris il y a plusieurs années, j'ai appris à tricoter il y a peut-être 4-5 ans déjà. Et alors ma maman m'a montré les bases du tricot, mais par les bases, j'entends la base, quoi. Elle m'a montré comment monter des mailles et à tricoter au point mousse. Voilà. J'ai appris toute seule à faire les mailles lisières, à faire mes augmentations. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris toute seule à rabattre mes mailles, à rentrer mes fils. Voilà, voilà. Et donc après le point mousse, j'ai essayé d'autres points. Le point de riz, le jersey, le point de côte anglaise que certains appellent le point brioche. Et maintenant que je me débrouille assez bien, j'ai envie de passer à une autre étape que de faire des ouvrages droits avec des aiguilles droites type écharpe. Parce que jusque maintenant, je ne tricotais que des écharpes. Et là, j'ai eu envie de me lancer dans autre chose. Parce que quand les filles sont venues à la maison, figurez-vous qu'elles avaient des châles qu'elles se sont tricotées elles-mêmes. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et je me suis dit, mais c'est tellement satisfaisant, ça doit être tellement gratifiant de se dire, c'est moi qui l'ai fait et je me le suis fait pour moi. Et j'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour, j'y ai mis du temps, de la patience, de l'énergie, de l'argent et tout, et je l'ai fait pour moi. Et puis tu peux te la péter un peu parce que quand les gens te demandent oh il est beau ton châle, tu l'as acheté où? Bah tu peux dire je me le suis fait moi-même et qui plus est, c'est un modèle unique. Parce que personne au monde n'aura le même châle que toi, même si les gens utilisent la même laine, les mêmes aiguilles, ah, la manière dont tu serres tes mailles, le point que tu tricotes et tout, en réalité, les ouvrages qu'on réalise à la main, c'est toujours des pièces uniques. Et du coup, j'ai eu très envie de me tricoter un châle. Clémence, elle avait des mitaines aussi. Prochaine étape, mitaines. Prochaine étape, bonnet. Bonnet, j'arrive pas à trouver de jolis bonnets. Les bonnets que je vois me plaisent pas. J'arrive pas à trouver un truc qui me convient. En plus, j'en mets pas trop des bonnets. Mais pour les enfants, ce serait cool. Et si je trouve un modèle de bonnet femme sympa, je pense que je peux me faire un bonnet femme. Donc, je suis passée sur des aiguilles circulaires. Une première pour moi. J'ai appris à faire des augmentations droite-gauche, donc j'utilise des marqueurs. C'est une première pour moi. Et voilà, et je tricote enfin autre chose que des écharpes. Virginie avait un châle magnifique. Alors Clémence, je vous en parle pas, elle avait un châle incroyable, mais elle a un niveau de tricot. Il y a des points de tricot qu'elle avait sur son châle que je n'avais jamais vu de ma vie. Et Virginie en avait un absolument magnifique. Les couleurs et tout étaient très très jolies, avec des points que je maîtrise. Et elle m'a dit, bah ça tombe bien, j'ai le tuto en PDF, je te l'envoie et tout. Sauf que c'est écrit. Et moi, j'ai besoin de visualiser. Déjà que je suis gauchère, donc à chaque fois qu'on m'apprend un truc ou qu'on me montre un truc, il faut que je vois le truc à l'envers, quoi, parce que je fais pas les choses de la même main que la plupart des gens. Et il y a des termes que je comprends pas. Moi, c'est pas un langage qui m'est familier, moi, les trucs de tricot encore. Mais j'apprends. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé l'équivalent du tuto que Virginie m'a envoyé. J'ai trouvé l'équivalent sur YouTube. Il y a une panoplie, on a beaucoup de chance de tutos, de personnes très sympas qui pourraient nous faire payer de montrer tout ça aux gens et en fait qui postent ça sur YouTube de façon totalement gratuite. Et c'est trop cool. Donc j'ai trouvé l'équivalent du châle que Virginie s'est tricoté. Et du coup, je me suis attelée à le réaliser. Je vous montre. Alors celui-ci, c'est mon essai. On se moque pas, ok?
C'est mon essai. C'est là-dessus que je me suis dit, vas-y, tu peux te gourer. J'ai pris une laine de chez Cultura, qui est de moyenne gamme, hein, je dirais. Après, je m'y connais absolument pas en laine. Je me fie à la composition. On a 20% de laine, 80% d'acrylique. Donc, je me dis qu'il y a quand même un peu de laine. Elle est très agréable à tricoter. On ne perd pas, les mailles se dédoublent pas et tout. Donc, je me suis dit, nickel pour un premier ouvrage de ce type-là. Et alors, j'en suis là. Donc, c'est la première fois que je tricote en aiguille circulaire. Donc là, c'est l'envers au point mousse. Et l'endroit est beaucoup plus joli puisque c'est du jersey. Donc on en est là. Et en fait, celui-ci, je me suis dit, vas-y, gourre-toi, fais-le, t'as le droit de te tromper. Et j'apprends avec celui-ci à revenir en arrière, à corriger mes erreurs. Il y a plein d'endroits où ça va pas du tout, hein. On voit que là, au milieu, avec les augmentations, on voit que des fois... Bon, après, il faut regarder de près quand même. J'ai montré à mon fils, il me dit, mais pourquoi tu le continues pas? Parce que j'en ai commencé un autre. Et je lui ai dit, il y a des erreurs dessus. Et je lui ai dit, je l'avais commencé justement en me disant, va jusqu'au moment où tu as bien le coup de main et que tu es sûr de toi pour en faire un sur lequel vraiment tu t'appliques, quoi. Et après, il m'a dit, mais c'est où qu'il y a des erreurs? Je les vois pas, moi. Mais moi, je sais qu'il est bourré d'erreurs, le tricot. Donc voilà, je vais quand même le continuer, celui-ci, pour me dire que bah, c'était mon premier, quoi. Donc je vais le continuer. J'ai 2 pelotes comme ça, je pense que ça peut suffire. Et j'ai été m'acheter donc de la laine de qualité. J'ai pas la marque là sur moi, mais bon, c'est pas très important. Et du coup, celui-ci, c'est celui sur lequel je vais m'appliquer. Donc j'ai pris des pelotes uniquement de cette couleur-là. J'aime beaucoup les couleurs marron, le beige, le marron, le taupe, voilà, le camel, le moutarde aussi, c'est sympa. C'est mignon, moutarde. Donc voilà, et alors j'en suis là. Donc ça pareil, c'est l'envers et l'endroit est comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve... je sais pas si vous verrez bien. Je suis trop contente d'apprendre à faire ça. Donc c'est un châle hein, en triangle basique, mais aiguille circulaire, marqueur et tout. Je suis stimulée en fait. Je me dis, ouais, j'apprends à faire des nouveaux trucs, j'y arrive bien. Je suis trop contente. Donc voilà, ce qui fait qu'en ce moment, je lis un peu moins. Je vous ai laissé la dernière fois... J'étais sur le tome 2 des Thés meurtriers d'Oxford. J'ai un peu avancé, je suis à 65%. Donc voilà, de toute façon, c'est un tome 2. Donc on est toujours dans le même univers que j'aime beaucoup. Je vais continuer, il faut que je le finisse avant la fin du mois. Ensuite, je suis dans Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Pareil, c'est son roman de l'Avent, donc j'ouvre un chapitre tous les jours. L'histoire m'emballe pas plus que ça, mais j'ai quand même envie de connaître la suite. Donc je vais continuer. Mais en ce moment, j'ai envie, très bizarre, de thriller. Parce que c'est pas du tout le genre de lecture vers lesquelles je me dirige d'habitude en fin d'année. Vraiment, le mois de décembre, je le consacre à des sagas familiales, à des contemporains plutôt sympas, lecture un peu douillette et tout. Et cette année, j'ai envie de gore. Mais là, je vais peut-être me stopper parce que je fais des cauchemars. J'ai lu 1991 de Franck Tillier, c'est un préquel. Je vous avais dit hein, dans ma vidéo précédente, dans mon méga book haul, il y a 3 livres que j'avais très envie de lire dans cette énorme pile à lire. Et 2 de ces 3 livres sont des thrillers. Donc pour l'un d'entre eux, c'est fait. J'ai lu 1991 de Franck Tillier qui nous parle de la première enquête de Charcot. Charcot qui est son personnage principal dans sa saga la plus connue, Charcot et Annabelle. Et du coup, à la demande massive des lecteurs, Franck Tillier a accepté d'écrire le commencement et de nous parler plus en détail de Charcot avant qu'il ne devienne flic, ou en tout cas là on va assister à sa première enquête, mais on nous parle de son enfance, de ses parents, de ses amours, de ses amitiés, de pourquoi il a voulu entrer dans la police, qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir devenir enquêteur et tout. Parce que dans le tome 1, qui est Train d'enfer pour Ange Rouge, il a une certaine expérience, il a déjà du bagage dans le métier et tout, et voilà, il est déjà bien installé au 36 quai des Orfèvres. Alors que là, vraiment, on nous parle de sa première enquête, c'est un bleu, il est nouveau, il se fait limite malmener et tout par les collègues, faut qu'il se fasse sa place. Donc c'était hyper intéressant. Je pense que si on veut se lancer dans la saga, il y a un intérêt à commencer par celui-ci. Mais je pense aussi que ce livre a dû faire plaisir à tous les lecteurs qui étaient très attachés au personnage de Charcot. Donc l'un comme l'autre, on peut lire, il a été écrit pendant le premier confinement, il a été publié en 2022 et en fait c'est un préquel. C'est l'auteur, il a écrit sa saga,
Les gens lui ont dit non mais attends, on en veut un autre, raconte-nous ce qui s'est passé avant. Et c'est ce qu'il a fait, il a écrit sur son personnage principal avant la saga, mais en réalité il l'a écrit après. Voilà, donc j'ai lu 1991, faut avoir le cœur accroché, faut peut-être pas trop bouffer avant, si t'as pas envie de dégueuler. Non franchement c'était macabre, c'était bien, c'était fou. J'ai beaucoup aimé, je peux même dire que j'ai adoré ce livre. Et chose hyper rare, parce que moi je suis pas la première hein, pour découvrir les dénouements et tout dans les thrillers. Et là, 100 pages avant, l'idée avait commencé déjà à germer et je me suis dit, je pense que c'est ça. Et c'était ça. Et du coup, j'ai pas été surprise parce que je savais, j'avais deviné. Et plus on avançait, plus je me disais, c'est sûr, c'est ça, tu vois. Mais ça m'a pas enlevé de plaisir à ma lecture. J'ai adoré cette histoire. C'est très intelligent. Il y a un travail de recherche incroyable. Le mec, on dirait qu'il est flic. Hein. Le mec, il te raconte, on dirait franchement qu'il est flic. C'est le cas d'Olivier Norek, qui est un ancien flic. Et franchement, on s'y croirait plus avec Franck Tillier, qui lui ne l'est pas du tout ou ne l'a pas été, qu'avec Olivier Norek, qui lui sort tout droit des rangs de la police, quoi. C'était fou, c'était bien. On en parlait avec les filles. Le gars qui fait le narrateur, la voix de Nextory et de Audible, hein, je pense que c'est la même personne. Incroyable. Incroyable. Quel plaisir d'écouter un livre audio avec une telle voix. On ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre pour nous raconter cette histoire. Je vais continuer, en plus trop bien, parce que je vous ai dit, je tricote. Donc je pense qu'un de mes prochains livres, là très rapidement, en audio, ça va être un thriller, je pense. Et je vais alterner entre du Tillier et puis peut-être Millennium, le tome 2, je sais pas. Mais en tout cas, je vous recommande de lire du Tillier si vous n'en avez pas lu. C'est assez gore et c'est hyper bien construit. Je sais pas si je conseillerais de commencer par ça quand on n'en a jamais lu, du thriller ou du policier. Commencer par quelque chose de plus soft peut-être. Mais pour ceux qui auraient envie de découvrir Franck Tillier, commencez par celui-ci, il est incroyable. Voilà, et toujours dans mes envies de thriller, j'ai commencé Thérapie de Sébastien Fitzek, aux éditions du Livre de Poche, qui est court, mais quand même, hein, c'est pas écrit très gros. Hein. Il fait 315 pages. Je suis page 72. Je l'ai commencé hier soir. Je vais le continuer là peut-être un petit peu. Voilà. Pour le moment, très bien. Écoutez, je suis au début de l'histoire. C'est un peu barré quand même. Donc voilà, je sais pas si c'est ça qui m'a fait cauchemarder cette nuit. Je me suis réveillée en pleine nuit. Ça fait très longtemps, des années. Je me rappelle même plus la dernière fois que ça m'est arrivé. Donc c'est pour vous dire que c'était il y a longtemps. Je me suis réveillée à 3h20 du matin à cause d'un cauchemar qui me semblait tellement réel. Et après, je réfléchissais parce que quand on fait de mauvais rêves et tout, ça vient souvent d'un truc qui s'est passé dans la journée de la veille, qui t'a marqué, contrarié, choqué, enfin ce que tu veux, quoi, quand c'est des cauchemars. Après, quand c'est des beaux rêves, tant mieux, c'est que l'émotion que ça a suscité en toi était plutôt bonne. Mais là ça m'a réveillée. Il y en a qui... Enfin, j'avais vu un truc passer et puis je m'y étais intéressée, mais bon, après ça m'était passé. Les rêves lucides, là. Quand t'es dans ton cauchemar, que tu sais que t'es en train de faire un cauchemar, mais que l'histoire, elle va de pire en pire et que tu peux pas corriger le truc. C'était un truc de fou. Et je pense que c'est un mélange de thérapie qui est quand même pas mal, qui est très 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 psychologique, du coup. Et un mélange de la série que je regarde en ce moment, qui est absolument horrible. Je suis à fond dans La Servante écarlate. Wow, c'est un truc de fou, la série. Au salon du livre jeunesse, il y avait le livre, et Virginie, elle me dit, ouais, moi je l'ai lu, il est poignant et tout, ne serait-ce que pour la lutte contre les violences faites aux femmes, et tu vois, et la parole aujourd'hui qui se libère et tout, il faudrait que tout le monde le lise, parce que c'est une dystopie, mais on sait que il y a bien des tarés qui seraient pour une société de ce type-là, tu vois. Et il y avait Audrey qui était là et qui disait que, je crois qu'elle disait qu'elle l'avait pas lu, mais qu'elle avait vu la série. Et les filles m'ont donné envie, en fait, toutes les deux, elles m'ont donné envie de m'y intéresser. Et j'ai regardé la première saison en quelques jours, et là je suis au milieu de la saison 2. C'est horrible. Alors on est de nos jours, et on nous explique au fur et à mesure, parce qu'il y a des flashbacks sans arrêt qui nous expliquent comment on en est arrivé là.
Il y a eu un retournement du gouvernement et la milice responsable de ce retournement est dirigée par, je sais pas, des fanatiques. Il y a un côté un peu religieux, mais on ne nous donne pas de nom. Enfin, on ne sait pas de quel courant religieux ça vient. En tout cas, ils sont tous là, oui, que le Seigneur ouvre, donne-moi le fruit sous son œil. Enfin, des grands barjots là. Et on vit à une époque où la population devient stérile. Mais alors, comme d'hab, hein, on ne peut pas dire d'un homme qu'il est stérile, parce que s'il y a un problème d'infertilité, ça vient forcément de la femme. Et en fait, bah, ils vont enlever des femmes, les séquestrer et les violer lors d'une cérémonie qui va avoir lieu pour chacune d'entre elles une fois par mois en période d'ovulation. Et on va les mettre chacune dans de grandes familles et tout le monde cautionne ça. Ils ont plein de rituels avec une lecture à faire avant. Et puis la cérémonie, elle se passe dans des conditions tellement gênantes. À regarder, c'est horrible. Des fois, je détournais le regard, je me disais non, je ne peux pas regarder ça, c'est au-dessus de ce que je suis capable de supporter. Et j'en ai carrément fait des cauchemars. Je trouve ça tellement choquant. Mais on aime se faire du mal, quoi, donc je vais continuer. Je vais voir ce que ça donne, jusqu'où ils vont aller dans ce truc de fou, là. Et donc voilà, et le but, c'est qu'elle procrée, quoi. C'est qu'elle continue de donner des enfants, parce qu'il y a certaines villes, certains États dans lesquels il y a vraiment plus de naissances, quoi. Et ça fait peur parce que ça veut dire fin de l'humanité. Oh, il y en a une. Ouais, je vais pas spoiler. Il y en a une à un moment, je dirais rien, mais il y en a une, il lui arrive un truc. Il lui arrive un truc parce qu'elle est gay. Elle est homosexuelle. Et t'as pas le droit. Et c'est des femmes qu'on a arrachées à leur famille, quoi. On a tué leur conjoint, on a placé leur enfant. Et puis elles sont maltraitées. On leur coupe un bras si elles mentent. Elles n'ont pas le droit de se déplacer toutes seules. Elles sont tout le temps en binôme pour que l'une surveille l'autre. Elles sont filmées partout en permanence. Il y a des espions partout. Et puis ces rituels-là, hyper gênants, la cérémonie. Ce qu'ils appellent la cérémonie, c'est quand en fait elle va se faire violer par le maître de maison, en présence de son épouse. C'est dégueulasse. Donc quand tu n'écoutes pas une règle, quand tu contournes une règle, on te crève un œil. Il y a des lapidations en place publique. Où on demande aux servantes de tuer les... C'est horrible. Horrible, horrible. J'ai envie de voir où ça mène. Je ne sais pas si j'aurai la force de regarder les 6 saisons. J'ai vu qu'il y avait 6 saisons. Je suis au milieu de la saison 2. Ça me réveille déjà la nuit. Donc voilà, je vais peut-être ralentir là-dessus. Voilà, moi je pense que là, je vais lire un Winnie l'ourson. Voilà. Pour couper avec tout ce truc. Mais ouais, j'aime bien. C'est juste que c'est dérangeant. Voilà. Il y a des passages ultra gênants. Mais au-delà de ça, c'est une série qui dérange l'esprit. Et si ça dérange, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et tu vois, et on peut se dire, ça pourrait donner des idées à certains. Ah ouais, on peut y arriver. Il suffit d'un petit, tu vois, un basculement. Il suffit d'une étincelle et on y est, quoi. Ça fait flipper. Regardez La Servante écarlate si vous ne l'avez pas vue. Juste, soyez avertis, si vous êtes de nature hypersensible, vous serez réveillé la nuit. C'est tout. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais vous reprendre bientôt. Je vous reprendrai pour clôturer et vous parler de ce livre-ci quand je l'aurai terminé. Hey, comment ça va bien? J'ai 5 minutes là parce que je vais à la poste. Et elle n'est pas encore ouverte. Et du coup, le temps que ça ouvre, je me suis dit, tiens, fais un petit point lecture en voiture, comme ça. Du coup, j'ai fini le Fitzek. Mitigé, je sais pas quoi en penser. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous avez pensé de la fin. Je vous refais un petit speech du bouquin qui m'avait donné très très envie, qui est hyper original. On est avec un monsieur qui s'appelle Victor, qui est psychiatre. Et il a une fille âgée de 12 ans qui est atteinte d'une maladie très bizarre. Ou en tout cas, on lui fait faire une batterie d'examens et de tests en tout genre depuis presque 1 an. Et personne n'arrive à donner de nom à cette maladie, à poser un diagnostic. Et un jour, il emmène donc sa fille chez un allergologue.
Et donc, il se trouve en salle d'attente. Il la laisse en salle d'attente en présence d'autres patients qui attendent leur tour et de la secrétaire médicale. Et lui s'en va aux toilettes. En revenant des toilettes, sa fille n'est plus en salle d'attente. Il pense qu'elle est entrée en consultation chez son confrère, quoi. Et il attend et il se rend compte que la petite ne revient pas. Donc il se met à péter un câble, à faire un scandale en salle d'attente, il s'en prend à la secrétaire médicale. Le médecin, lui, l'allergologue, qui entend qu'il y a du tapage, du bruit dans sa salle d'attente, il sort de son cabinet. Et donc il se retrouve face à son confrère, qui connaît quand même bien. Et donc le gars lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait de ma fille? Pourquoi elle sort pas de là? Machin, machin. Et l'allergologue lui dit, mais Victor, j'ai pas vu ta fille depuis 2 ans, moi. L'histoire commence comme ça, donc on a ce petit bout d'histoire là, avec cette consultation un peu bizarre là. Et on se retrouve tout de suite, 4 ans après, où il y a un retournement de situation absolument impensable, puisque le psychiatre est interné, il est sur un lit d'hôpital, hôpital psychiatrique, donc c'est lui qui est interné. C'est un peu étrange, puisque jusque-là, c'était lui qui avait l'habitude de s'occuper de patients de ce même hôpital psychiatrique. Et du coup, il va avoir un entretien avec un de ses médecins et il va lui raconter, il va se mettre à lui raconter toute l'histoire de sa fille malade et de pourquoi la disparition et de comment il s'en est rendu compte et tout. Et là, à ce moment-là, on est déjà 4 ans après. Donc il s'est passé plein de choses. Et voilà, le petit speech de départ qui, moi, m'a donné très envie. Et ce qui m'a déçue sur la fin, c'est qu'il y avait une fin qui était correcte. Il y avait une fin, bon, qui cassait pas 3 pattes à un canard, mais il y avait une fin qui était correcte. Et c'est comme si l'auteur avait voulu faire sensation en faisant une révélation après la révélation. Et c'était too much. Des fois, ça va trop loin. Il aurait dû s'arrêter à la première fin. Il aurait dû ne pas aller plus loin, parce que du coup, c'était trop gros. Je trouve que la pilule était trop grosse à avaler, que ça fait redescendre un peu le truc comme un soufflet. Et que c'est du coup pas réaliste et que on se dirait que dans la vraie vie, jamais ça se passerait comme ça. Ceux qui ont lu Thérapie de Fitzek, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça se lit très vite, c'est plutôt rythmé, il est plutôt court, les chapitres sont très courts, tout s'enchaîne, il y a plein d'événements, tout s'imbrique et tout. J'ai pas... Allez, la moto! Bonne journée, monsieur! J'ai pas grand chose à dire sur l'écriture et tout, c'est vraiment les 20 dernières pages, quoi. S'il y avait eu ces 20 dernières pages en moins, qu'on s'était arrêté sur la première fin, je vois pas l'intérêt de nous faire une double révélation comme ça. Si on s'était arrêté à la première fin, ça aurait été cool. Voilà, voilà. Bon, les 5 minutes sont écoulées. Je vais aller à la poste, surtout que les gens me regardent assez bizarrement, là, ils doivent se dire... Parce qu'en fait, j'ai le téléphone face à moi et tout le monde doit être en train de penser que je les filme eux. Alors que non. Je me filme moi. Allez, bonne journée. Elle est où ma petite coupelle? Petite coupelle. Mince. Coucou vous. Je vais utiliser ma petite coupelle pour mettre mon thé. Mon sachet de thé que j'ai infusé. Hop là. Trop pratique. Comment allez-vous? Nouvelle coupe. Nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Non, je rigole. Nouvelle coupe pour la même vie. En fait, je vais 2 fois par an chez le coiffeur. Et 2 fois par an, je fais ça. Sauf que ça dure 1 semaine et qu'après, je me rattache les cheveux en chignon. Et je porte un chignon sur ma tête. Enfin, un chignon. C'est un chignon approximatif. Hein. Et je porte la même coiffure depuis le CE2. Ça fait 25 ans, quoi. Trop jolie tasse de Noël. Je vous montre. Sur le site Temu, je ne sais pas comment le prononcer. Et, oh, il est brûlant. J'ai payé ça 6 €, je crois. Il y a le petit couvercle qui va avec et il y a la petite cuillère dorée, comme la anse là. J'aime beaucoup la couleur, la forme et tout. La anse n'est pas adaptée pour les gros doigts. Mais quand il aura refroidi, ça ira mieux. Je pourrai mieux la porter. Et je bois un thé de chez Comptoir d'été, le Rooibos numéro 25, qui est pas mal.
Nous sommes lundi 18 décembre. Je pense finir de monter cette vidéo, la poster ce soir ou demain. Et je pense que ça va être ma dernière vidéo de l'année. Voilà, on se reverra donc début 2024, tout début janvier. C'est dans pas longtemps, hein. C'est déjà le week-end prochain, le réveillon. Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, je voulais qu'on parle d'un truc. Et moi, comme d'habitude, je suis en bagarre constante avec moi-même. J'ai vu un truc passer et je me suis dit, est-ce que tu rentres dans le truc? C'est pas une polémique, hein, on a le droit de donner son avis sur des sujets. Je me suis dit, est-ce que tu donnes ton avis? Est-ce que tu en parles? Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Ou est-ce que tu passes au-dessus, comme à chaque fois, et t'en parles pas? Et vous vous doutez bien que si ça commence comme ça, c'est que je vais mettre les pieds dans le plat. Et je voudrais pas que ce soit perçu comme si j'aimais bien les polémiques et tout. Loin de là, je vais vous dire de quoi je parle. Il y a une nouvelle application, là, un nouveau réseau, hein, qui s'appelle Threads. J'ai pas un accent anglais fabuleux, vous le savez, donc on va dire Threads. Je pense que c'est ça. Je sais même pas le prononcer. Et je recevais des notifications plusieurs fois par jour sur Insta me demandant d'affilier mon compte Insta à cette nouvelle appli. Et j'ai demandé aux copines si elles aussi avaient reçu la notif. Je pensais au début que c'était, je sais pas moi, encore un truc fake, enfin une arnaque ou un truc bidon quoi. Et les filles m'ont dit ouais et tout, c'est un nouveau réseau, machin. Donc je me suis dit allez, go, j'essaye quoi. Et en fait, figurez-vous que c'est Twitter. C'est Twitter, c'est un second Twitter. Et moi qui ai jamais eu Twitter, moi qui ai vu les ravages que ça peut faire et qui ai vite compris que c'était pas un réseau social bienveillant du tout, ou qu'en tout cas c'était pas là que régnait la bienveillance, j'ai jamais eu Twitter, j'ai pas TikTok non plus, Facebook j'y vais rarement, c'est juste un Facebook sur lequel j'ai ma famille, et voilà, maintenant c'est le moyen d'avoir des nouvelles de personnes que tu vois plus depuis très longtemps. Donc j'ai conservé mon Facebook. Snapchat, je poste rien dessus, enfin je fais presque pas de story, sauf quand je suis en vacances, parce que j'aime bien partager les beaux moments que je vis avec les gens que j'aime et qui m'aiment, en retour, je l'espère. Et vraiment, Instagram, c'est vraiment la plateforme, c'est vraiment le réseau social que je préfère le plus. Et donc tout ça pour en revenir à Threads, là, je télécharge l'application, je m'y mets. Les premières heures, c'était que du plus. Que des publications agréables à lire, à regarder, des choses hyper drôles et tout. Et en plus, quand tu t'y inscris, on te demande si d'emblée tu veux suivre tous les gens que tu suis sur ton compte Insta. Donc moi j'ai mis oui, parce que je suis dans la quasi-totalité que des comptes qui parlent de littérature. Donc je me suis dit ouais, moi je veux bien suivre tous les gens que je suis sur Insta et tout. Mais en fait, tu vois passer des publications de gens auxquels tu n'es pas abonné. Et donc, s'en est suivi un défilé de publications de gens auxquels je ne suis pas abonnée et de publications qui m'ont donné envie de prendre la parole sur un sujet. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas intéresser grand monde. Si j'ai envie de le faire, il n'y a pas de raison que je me retienne. Et encore une fois, j'adore, moi, tout remettre en question. J'adore le débat. J'adore changer d'avis. J'adore qu'on m'apprenne, en fait, et qu'on m'éclaire, quoi. Donc, il y a une nana qui met un message ce matin et qui dit oui, pourquoi je commence à l'imiter comme ça alors que j'étais d'accord avec son post. Donc, je vais éviter de caricaturer les gens, là. Donc, la nana dit dans sa publication, j'en ai assez des gens qui ont 10K, donc 10 000 abonnés sur Insta et qui sont pas contents, qui font ouin de pas être pris pour les partenariats. Je sais plus ce qu'elle dit et tout. Mais et ça m'a interpellée. C'est le jeu et tout fonctionne comme ça dans ce monde, malheureusement. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit cette fille. Mais on sait que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je réponds à son post que, en plus, le nombre d'abonnés ne fait pas la qualité du contenu et ne fait pas la qualité du compte en lui-même. Parce que ce que recherche une maison d'édition en devenant partenaire d'un influenceur littéraire, c'est de faire vendre. C'est que l'influenceur en question mette en avant les sorties de la maison d'édition. Ok. Sauf que, et c'est là que ça m'embête, parce qu'on ne peut pas me faire croire que les gens qui bossent dans les maisons d'édition ne sont pas au courant de ça, de ce que je vais dire là. Un compte avec 5000 abonnés, qui fait 100 likes sur ses publications.
Ça veut dire qu'il y a une personne sur 50 qui calcule ses contenus, qui s'intéresse à ses posts. Moi, j'ai 500 abonnés. Je fais aussi 100 likes par publication, c'est ma moyenne. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 qui s'arrête et qui s'intéresse à mon contenu. Lequel de ces deux comptes est le plus qualitatif? Lequel de ces deux comptes est le plus vendeur? Laquelle de ces deux personnes est la plus impliquée? Parce que moi, je vois des trucs passer sur Instagram. Je sais que ça ne va pas intéresser grand monde. Ou alors peut-être que si, mais que comme plein de gens, vous n'osez pas entrer dans le sujet et tout. Puis il y en a qui n'en ont rien à faire et je comprends. Mais ça m'agace parce que quelqu'un qui bosse dans une maison d'édition, il ne fait pas que ça de sa vie. Quelqu'un qui bosse dans une maison d'édition, j'ose le croire, j'ose espérer que c'est quelqu'un de passionné par ce monde-là. Et du coup, il est sur les réseaux sociaux. Les personnes qui bossent dans les maisons d'édition sont aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont grillé le truc de la course au like et de vas-y, abonne-toi, je m'abonne en retour. Et des comptes qui ont 10K, alors qu'en fait, ils vendent rien à personne. Parce qu'ils sont juste dans un système de partage, de comptes de partage, où tout le monde s'entre-like, tout le monde s'entre-abonne. Mais c'est du vent. C'est du vent. Ça fait un peu de discours de rageux là. Genre oui, j'aimerais bien moi être à la place de ces comptes et tout. Mais alors, j'ai postulé une fois pour une maison d'édition. Et j'ai postulé pour une maison d'édition que j'aime beaucoup. Parce que ça aussi, on peut en parler. Y a plein de monde qui postulent et qui sont en partenariat avec des maisons d'édition. Donc qui reçoivent des livres qu'ils n'auraient pas achetés s'ils avaient les moyens de le faire. Ou peut-être qu'ils ont les moyens de le faire, mais bon. Ça, c'est autre chose. Parce que, pour moi, c'est même plus une question de moyens. Quand tu as les moyens, tu t'achètes tes livres, point. Quand tu n'as pas les moyens, il y a tellement d'autres manières de te procurer un livre. Tu peux te le faire prêter, tu peux l'emprunter, tu peux l'acheter d'occasion. Il y a plein de manières de se procurer les livres qu'on a envie de lire. Moi, je ne comprends pas bien l'intérêt, honnêtement, des partenariats et de courir après tout le monde comme ça. Donc, pour en revenir à la seule candidature que j'ai déposée, évidemment, on ne m'a jamais répondu, je n'ai jamais été calculée, parce que 500 abonnés, mais c'est hyper dommage. C'est hyper dommage parce qu'on doit blâmer qui? À qui on doit jeter la pierre, même si c'est pas bien de jeter des pierres. Il y a juste des influenceurs qui continuent de faire tourner un système qui est comme ça. Il y a des maisons d'édition, quand il y a les appels à partenariat là, une fois par an, il y a des maisons d'édition, elles sont claires et nettes avec ça. Ne postulez pas si vous avez moins de 1000 abonnés. Voilà. Ne postulez pas, mais on est où? Donc tu as 1000 abonnés, c'est gage de quoi? C'est gage de rien du tout. Et moi, je peux vous le dire, l'envers du décor, je le vois. Je suis rentrée à un moment donné dans ce système de partage. J'y suis restée 2-3 semaines. J'ai dit non, stop. Et par la même occasion, j'ai viré de mon entourage virtuel les gens qui faisaient ça. Parce que tu t'intéresses pas vraiment à moi. J'étais dans des groupes où on se faisait engueuler parce qu'on partageait pas et qu'on likait pas. J'ai été avec des gens physiquement qui toute la journée passaient leur temps à double taper, double taper, double taper, double taper, pour enregistrer, liker, enregistrer, liker, enregistrer, liker. Et c'est ça. Je dis pas que c'est tous les comptes, Il y a des gens qui se sont fait vraiment, quoi. Il y a des gens qui se sont construits, qui ont pris le temps d'avoir une communauté. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Et évidemment que c'est pas de ces gens-là que je parle. Mais je parle de beaucoup de comptes qui, entre autres, commencent à promouvoir l'auto-édition, qui n'arrêtent pas d'accepter des partenariats avec des auto-édités, qui s'empressent évidemment de mettre de côté le jour où on leur propose de vrais partenariats avec de grandes maisons d'édition. Donc ça aussi, le respect, il est mort, quoi. Il n'y a plus de respect. Alors moi, par exemple, je suis sur Insta une auteure que j'apprécie beaucoup humainement. Et au-delà, j'ai jamais lu un de ses livres, mais au-delà du fait qu'elle écrive et que je m'intéresse à ce qu'elle écrit, parce que des fois, elle partage un petit peu... elle est en plein dans l'écriture de plusieurs ouvrages, je crois, en même temps. Mais je me suis attachée à cette personne parce que je me suis intéressée à son contenu et tout. Mais le jour où elle sort un livre, je l'achète. Pourtant, je m'entends bien avec elle. Je pourrais lui dire, vas-y, envoie-le-moi. Et ces pauvres petits auteurs-là, eux, ils sont pas contents non plus de devoir envoyer leur bouquin gratuitement. Déjà qu'en auto-édition, tu dois galérer à te faire connaître, à te faire un nom, à vendre tes bouquins. Je suis sûre que pour la plupart, c'est de l'endettement.
In fine, franchement, tu vis pour ta passion, mais je suis sûre que pour la plupart, c'est archi pas rentable. Et de devoir, là, comme ça, distribuer ton livre à des gens qui n'en ont rien à faire, qui se le seraient même pas acheté, qui t'auraient même pas calculé si s'ils avaient pu l'acheter ou s'ils avaient de l'argent entre les mains, c'est pas ton livre en premier qu'ils iraient acheter, tu vois. Je trouve que c'est hypocrite. Et je fais partie de la team de, bah, si tu veux des livres, tu te les achètes. Il n'y a pas à donner son pour un bouquin, dans quel monde on vit. Après, ça peut paraître prétentieux parce que, encore une fois, j'ai les moyens de m'acheter les livres que j'ai envie de m'acheter pour le moment. Il se peut que, à l'avenir, ce soit plus le cas. C'est quand même des dépenses assez conséquentes et tout. Et là, je peux pas entendre en retour, oui, mais tu as ce discours-là parce que tu as les moyens. Non, si j'avais pas les moyens, j'irais à ma médiathèque. L'abonnement, il est de 10 € l'année. Tu peux emprunter des livres tout le temps. Si j'avais pas les moyens, j'irais en boîte à livres, j'irais chez Emmaüs, j'irais me les procurer d'occasion, j'irais sur Vinted. Si j'avais pas les moyens, je pourrais lire quand même tous les livres que j'ai envie de lire. Donc, pour moi, la seule raison valable, et c'est pour ça que je suis pas entièrement fermée au partenariat et que je dis pas qu'un jour j'en ferai pas, la seule raison valable, dans mon cas, pour moi, celle qui me pousse à me dire, vas-y, peut-être ça vaut le coup, fais-le, c'est pour voir l'envers du décor. Pas l'envers du décor des réseaux sociaux, l'envers du décor des maisons d'édition. C'est un milieu qui nous passionne, nous qui ne sommes pas là-dedans. Parce que moi, je bosse pas là-dedans, hein. Moi, c'est juste une passion dans ma vie privée. Mais dans ma vie professionnelle, j'ai jamais été ni de près ou de loin avec ce qui concerne la littérature. Et ça, je suis intéressée par ça, par connaître le processus de comment on choisit un manuscrit, comment est-ce qu'on l'édite, voilà, faire la petite fouine, la petite souris là dans les couloirs d'une maison d'édition, j'aimerais beaucoup. Et puis, pour le partage, la connexion entre lecteurs et tout, ça, évidemment que c'est cool. Mais tous les à côté là, où les nanas, elles te présentent des book hauls avec 40 bouquins, plus 40 bouquins. Elles écrivent book haul. C'est pas un book haul, ce sont des réceptions. Un book haul, c'est quand tu présentes des livres que tu as achetés toi parce que tu les voulais. Elles reçoivent des livres à tel point qu'elles n'ont même pas le temps de les lire. Encore une fois, qui est-ce qu'on blâme? Qui est-ce qu'on blâme? Et je vous ai dit, hein, moi déjà, je détesterais en arriver à un point où les gens, tu les calcules plus, quoi. Il y en a combien des nanas à qui tu envoies des messages, à qui tu réponds en story et tout, et qui te laissent en vue comme ça? Mais je sais pas, un peu de fierté, un peu d'amour-propre. Quand tu as commencé et que toi, tu adulais des gens, ou que toi, tu allais parler à des gens qui te répondaient pas et tout, enfin, on a tous été à un moment donné à la place de chacun. Et moi, je peux pas faire ça, laisser des gens. Je vais parler de Audrey du Souffle des Mots, qui est la booktubeuse française la plus connue, ou en tout cas celle qui en nombre a le plus d'abonnés. Elle a une communauté de fous et tout. Vraiment, Audrey du Souffle des Mots, incroyable cette fille-là. Audrey du Souffle des Mots, alors je ne sais pas comment elle s'organise. Est-ce qu'elle a aujourd'hui des gens qui sont avec elle, qu'elle paye pour l'aider dans sa com et tout? Mais Audrey du Souffle des Mots, elle, donc je répète, qui en nombre est la plus grosse influenceuse littéraire sur Booktube, elle ne laissera jamais un de tes commentaires en vue. Elle mettra toujours un cœur, toujours un like, toujours un petit smiley, un truc. Même si elle ne prend pas le temps de répondre avec des mots, elle t'a lu. Tu vois? Et il y en a, on rentre dans un truc méprisant où tu es juste un abonné de plus pour une course à quelque chose où tu vois, ils sont là à essayer de combler du vide, où j'en sais rien parce que j'essaie de comprendre l'intérêt que ça a de recevoir 50 livres par mois, de ne pas pouvoir les lire parce qu'on est d'accord que tu ne peux pas les lire. Et d'assumer en plus que tu fais ça pour de l'argent, que tu fais ça pour des livres gratuits et que tu y arrives grâce à des gens qui te regardent, qui te donnent de la force, mais à qui tu rends pas grand-chose en retour. Et je sais pas. C'est mon avis. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas le partager. Je sais qu'il y en a plein qui s'en fichent, mais j'avais trop envie de donner mon avis là-dessus. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et même là, j'ai réfléchi avant d'en parler parce que je me suis dit, c'est pas juste. Vous voyez comment je réfléchis? Je me suis dit, c'est même pas juste parce que moi, je suis en vidéo, j'ai pu balancer là tout ce que j'avais à dire, mais notre échange, il va pas être équitable. Si je tombe sur quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ma parole vaudra plus que la sienne parce que moi, mon truc, il est balancé en vidéo comme ça et les gens vont peut-être pas aller regarder les commentaires. Alors que si
il faut débattre, il faut discuter. Et pour que les choses changent, il faut qu'on en parle comme ça. Ne me faites pas croire que les gens dans les maisons d'édition ne sont pas au courant de ces histoires de groupes de soutien sur Insta. Et que ces mêmes gens ne vendent pas vos bouquins. Ces mêmes gens font juste publication sur publication. Ils se sont mis d'accord sur des dizaines de groupes de partage pour s'entre-suivre et s'entre-liker. Sans aucun... ils influencent personne, ces gens-là. C'est clair et net, je vous le dis. Hein. Et vous le savez. Et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne parle pas des gros influenceurs qu'on connaît et qui sont là depuis 10 ans et qui méritent leur place. C'est pas d'eux que je parle. Donc, voilou, c'est tout. Et écoutez, je serais ravie qu'on m'éclaire, qu'on me fasse changer d'avis, qu'on m'apprenne, parce que j'y connais absolument rien, hormis là, ce que moi je vous ai dit que j'avais vu passer, quoi. Donc voilà. Il est pas mal ce thé, il commence à être froid, donc je pense que ça fait un moment que je papote. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, je vais quand même vous parler de mes lectures. J'ai aucun livre là sur moi, mais j'ai terminé le tome 2 des Thés meurtriers d'Oxford. Je vous ai déjà fait un petit point sur Thérapie. Et donc je suis dans le roman de l'Avent de Sophie Jomain, que j'aime pas beaucoup, que je me force à lire. Pour vous dire la vérité, je me dis allez, c'est un chapitre par jour, donc je me le fais, mais j'ai du mal, j'aime pas beaucoup. Mais j'ai vu qu'il recevait des retours assez mitigés, le bouquin. Et c'est pas le concept qui me plaît pas, c'est vraiment l'histoire. C'est vraiment l'histoire. Et sinon, j'ai commencé l'apothicaire. L'apothicaire, je suis page 130, je crois, sur 800. Je ne sais pas si je l'aurai terminé avant la fin de l'année. Ce sera peut-être ma première lecture de l'année 2024. Et ça commence bien. Ça commence bien. J'ai déjà annoté plein de passages. C'est très beau. J'en parlerai quand je l'aurai terminé. J'ai plein de choses à dire déjà, mais je suis à 20%, je crois, même pas. Voilà pour mon avis sur un sujet... pour lequel on ne m'a pas du tout demandé d'intervenir, mais écoutez, on fait bien ce qu'on a envie de faire, hein. J'ai le droit de dire ce que je pense, et de toute façon, je pense honnêtement que ce réseau social, il va pas faire long feu sur mon téléphone, je ne vais pas tarder à le supprimer. Mais c'est la curiosité malsaine de l'être humain là qui te fait regarder et machin, et je me suis dit, mais attends, j'ai le droit d'avoir un avis et d'en parler, voilà, et peut-être que ça va faire changer les choses, hein. Pas mon discours à moi, mais qu'on soit plusieurs maintenant à se rendre compte que... à se dire, oh, mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et oui, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc, c'est tout pour moi, c'est tout pour mes lectures en cours. On se retrouve début d'année. En attendant, prenez soin de vous, faites de belles lectures, restez s'il y a un bêtisier, et à bientôt.